Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag dans lequel on parle d'actualité sanitaire et cette lutte contre la Covid-19 qui dure depuis plus de 9 mois. Les chiffres chez nous ont connu une légère baisse ces derniers jours, mais la vigilance reste de mise. Nous ne sommes pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie. Dans cette émission, nous nous intéressons à un aspect que nous n'avons pas encore abordé de cette lutte contre le coronavirus chez nous, puisqu'on parle de la contribution de nos compatriotes établis à l'étranger. L'Algérie a reçu cette semaine 2 millions de tonnes de dons composés essentiellement de médicaments et de matériel médical. Il s'agit de la 6e opération du genre lancée par le collectif Solidarité Humanité avec l'association Amel El Jazair. On revient sur cet élan de solidarité, on parle aussi d'autres formes de contribution que peuvent avoir justement nos concitoyens dans l'effort de lutte nationale contre cette pandémie. Et pour développer autour de ce thème, j'ai le plaisir de recevoir 2 membres justement de ce collectif, donc le collectif Solidarité Humanité. Il s'agit donc du docteur Ma'ammar Nedia, Aït Ma'ammar Nedia plutôt. Vous êtes pneumologue. Bonsoir. Merci madame de votre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du comité médical de la mission Solikov. Donc la mission Solikov, c'est un peu cet élan de solidarité. Solikov, solidarité Covid. J'ai également le plaisir de recevoir monsieur Khaled Amara. Vous êtes coordinateur de la mission Solikov 6, donc cette 6e opération de don. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être ici ce soir. Et on aura également par Skype pour parler d'une autre opération justement qui se mobilise, donc une autre collecte de fonds pour des dons justement pour l'Algérie. Nous avons avec nous le docteur Jamel Zekri. Vous êtes président de l'association Algériens Solidaires. Vous êtes également médecin urgentiste à Marseille, en France. Bonsoir. Bonsoir et très honoré d'être parmi vous. Merci à vous pour votre disponibilité. Je vous propose, avant d'ouvrir le débat, de regarder ce reportage signé Amel Bouakba, dans lequel elle revient justement sur ce don, cet élan de solidarité. Regardez ce reportage. Dans les moments difficiles que la solidarité entre tous les enfants de l'Algérie, où qu'ils soient, s'intensifie. La pandémie du coronavirus en est la preuve incontestable, montrant à quel point les Algériens sont soudés. C'est ce qui est illustré par cette louable initiative dans le cadre de la mission Solikov, une collaboration fructueuse entre l'association Solidarité Humanité de France et la fondation Amel El Jazair, basée à Alger. C'est la 6e opération de solidarité que nous organisons depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. Il s'agit de plus d'1 million d'unités de médicaments et de moyens de prévention. Ces dons sont constitués de respirateurs artificiels, de lits médicalisés ainsi que d'autres appareils introduits pour la première fois en Algérie. Cette opération est répartie sur 3 étapes. Un convoi réceptionné via le port, celui-ci réceptionné par voie aérienne. Le 3e convoi composé de lits médicalisés et d'équipements destinés aux personnes aux besoins spécifiques sera réceptionné prochainement. Là, on est venu pour répondre à l'appel de nos confrères avec lesquels on a été formés. Nous, on est de formation algérienne. Et pour apporter main forte on a essayé de mobiliser toute notre communauté en France. Médecins et pas médecins, tout le monde, toute la communauté a participé avec tout le monde, ce qui a pu. Et les hôpitaux sont vraiment dans les 4 coins d'Algérie. Vraiment, on a essayé de faire le maximum avec l'aide de tout le monde. Des concentrateurs à oxygène, donc des respirateurs, du consommable qui va avec, des médicaments, tout le matériel médical qu'on a pu avoir. Ce convoi arrivé à bord d'un vol d'Air Algérie est composé de 20 tonnes de dons, notamment des médicaments et des équipements médicaux de lutte contre le Covid-19, offerts à plus d'une dizaine d'hôpitaux à travers le pays, dont 4 à Alger. Cette initiative consolide les liens entre les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger et ceux en Algérie. Notre rôle est justement de faciliter cette opération de solidarité, accompagner les organisateurs et encourager ce genre d'initiatives qui prennent tout leur sens en cette journée internationale du bénévolat. D'autres opérations de solidarité sont prévues prochainement, notamment de la part de nos concitoyens aux États-Unis, au Canada ainsi que dans des pays arabes. Cette opération est la 6e de son genre. Elle comporte 20 tonnes de matériel et elle est destinée au moins à 13 hôpitaux, dont 4 hôpitaux d'Alger. Elle sera suivie, Inch'Allah, par une 7e opération destinée à équiper
un pavillon du siège de l'ANI qu'on pense aménager pour recevoir les malades du Covid en cas de besoin, le mettre à la disposition du ministère de la Santé. Des opérations de solidarité qui se sont multipliées depuis le début de la pandémie du coronavirus, traduisant les liens très forts entre les membres de la communauté algérienne avec la mère patrie. D'accord. Alors, on a vu ce reportage justement qui revenait un peu sur cette 6e mission Solikov. Alors, je me suis trompée donc, du chiffre. Il s'agit bien de 20 tonnes de dons et pas de 2 millions de tonnes. Il s'agit, je le disais à l'instant, de la 6e mission. Vous êtes le coordinateur donc, de cette mission Solikov. Vous accompagnez un don. Vous êtes venu nombreux justement dans une délégation assez importante pour vous assurer justement que ces dons arrivent à bon port. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est justement cette mission Solikov? De quoi il s'agit? Alors à la base c'était une réflexion de l'ensemble de la communauté nationale à l'étranger, de dire on doit participer à cette pandémie, à la lutte contre cette pandémie, et surtout dans notre pays qui est l'Algérie, même si effectivement donc, depuis le mois de mars on ne peut s'y rendre facilement en raison de la fermeture des frontières. Donc il fallait trouver une manière de participer à cette lutte, et dans le cadre de notre association, donc Solidarité Humanité de France, avec le pôle médical, on a décidé de monter ces fameuses 5 opérations précédentes, et la 6e pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. L'aboutissement, c'était l'arrivée effectivement à Alger le 5 décembre à 10h30 pour nous et à midi pour le cargo, avec du matériel médical, avec vraiment une mobilisation de l'ensemble de la communauté de l'autre côté de la Méditerranée, qui tenait absolument à essayer d'aider avec les moyens que nous avions, les équipes médicales, mais aussi les Algériens résidant en France, par leurs dons en numéraire. Oui, les particuliers en fait. Tout à fait. Les particuliers, les sociétés aussi. On a eu des sociétés dont les propriétaires sont des Algériens, ou même des Français, ont participé avec nous à cet élan-là. Voilà. Oui. Est-ce que ce don, docteur Etamara, vient répondre à un besoin exprimé? Est-ce qu'on vous a sollicité? Est-ce qu'il y a eu des médecins, par exemple, qui vous ont sollicité et vous ont dit, voilà, on manque de telle ou de telle chose? Effectivement, quand on voit sur les réseaux sociaux, donc on voit les cris d'alarme de nos collègues exerçant en Algérie, des patients et de leurs familles. Donc on était vraiment très frustrés de ne pas pouvoir venir en aide à nos compatriotes. Et à l'occasion de cette émission Solikov, donc on est 6 médecins dans le groupe. Donc chacun de nous, on est des médecins de spécialités différentes, oncologues, pneumologues, urgentistes, gériatres. Donc chacun de nous a mobilisé son réseau, donc notamment les pneumologues, parce qu'on a des prestataires avec qui on travaille, qui nous ont aidés énormément pour nous donner gracieusement des concentrateurs, des appareils de ventilation qui ont été demandés avec force par nos collègues en Algérie et par les patients et leurs malades. Oui. Alors peut-être que c'est une question qui intéresserait plus d'un que je vais vous poser, Monsieur Amara, parce qu'il y a beaucoup de nos concitoyens établis à l'étranger qui voudraient justement faire des dons et qui ont beaucoup de mal à les faire acheminer en Algérie. Dites-nous un peu, est-ce que ça a été facile finalement? Comment ça s'est passé pour vous? Alors pas si facile que ça, mais il fallait, je pense, la volonté et la force de frappe. Vous vous êtes rodé en fait au fil du temps, au fil des missions? Tout à fait. La première était un peu plus compliquée que toutes les autres. Après, voilà, on essayait d'éviter les handicaps que nous avions à chaque opération. Là, sur la 6e opération, la démarche a été simple, c'est que avec notre partenaire, donc la Fondation Ahmed Jazer à Alger, nous avons recensé auprès des hôpitaux algériens dans les différentes wilayas un peu le manque qu'il y avait. Donc il a été exprimé par les directeurs d'hôpitaux, par les responsables des services Covid aussi. Et donc suite à ça, une commission médicale entre la fondation et l'association a délimité les besoins, et on a essayé de récolter avec
l'équipe médicale, avec Madame Aït Mamar, oui, c'est bien. Ça ressemble aussi un petit peu. Aït Mamar et donc les différents collègues, de sélectionner les dons. Parce que, en fait, quand l'élan est arrivé, il y avait de tout. Oui. Mais on a précisé que nous voulions, du matériel neuf, dans la mesure du possible à 99%, et pour le reste, du matériel lié à la lutte contre le Covid, pas une autre maladie quelle qu'il soit, en sachant que nous avons fait la première et la deuxième opération pour la lutte contre le cancer. Voilà. D'accord. Alors pour compléter, si vous permettez, ce que vient de dire mon collègue, donc on a reçu énormément de dons, tout venant, c'est-à-dire pas forcément destinés à la pandémie actuelle. Donc notre rôle était de faire le tri, de sélectionner ce qui doit arriver en priorité, c'est le but de cette... Pour rappeler peut-être que ça s'est passé en un mois, c'est quand même un temps record. Voilà, exactement. Donc moi je tiens à saluer via votre émission tous les bénévoles qui sont venus, pour la plupart en famille, avec leurs enfants, sur leur temps de travail, en semaine, en fin de journée, les week-ends. Les médecins libéraux ont fermé leur cabinet pour pouvoir venir se consacrer au tri. Donc, bien sûr, il y avait énormément de bénévoles, mais il fallait qu'il y ait des médecins à chaque fois pour pouvoir orienter le tri, l'organisation, voilà, et dispatcher le matériel entre les différentes structures hospitalières. Je salue énormément tous les bénévoles qui ont répondu favorablement à notre demande. Il y en a qui ont participé avec de l'argent et d'autres qui ont participé avec leur temps et leur énergie. Et donc ça a vraiment aidé. Absolument. Monsieur Amara, justement, peut-être en vous posant la question sur la procédure, justement, je voulais avoir des détails sur peut-être des aspects un peu qui intéressent les gens qui nous regardent et les associations qui nous regardent, par exemple par rapport au fret, par rapport au dédouanement. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez eu des facilités du côté algérien, j'ai envie de dire? Alors, pour le coup, je dirais, oui, je tiens franchement à remercier les autorités algériennes parce qu'ils ont été à l'écoute. Nous sommes venus les voir il y a quelques mois avant de déclencher cette opération en demandant comment on pouvait le faire correctement, rapidement pour répondre à la pandémie. Ce n'est pas une opération que l'on veut préparer aujourd'hui et qu'elle aboutisse dans 4 mois. C'était vraiment tout de suite. Vous avez parlé d'un mois, donc effectivement, la mobilisation de la communauté à l'étranger était énorme. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fermeture des frontières. Je vous ai parlé aussi, en fait, chacun de nous a été touché, de près ou de loin, dans cette pandémie. Donc on a essayé d'expliquer ça lors de notre précédente visite à Alger, aux différentes autorités que nous avons rencontrées. Et on a trouvé une écoute en disant, bon, allez, ok, jouez l'opération, on va vous aider. On leur a dit, par contre, toutes les associations en France, on essaye, hein, mais des fois, ça se passe mal, donc on aimerait vraiment, point par point, voir ça avec vous. Si c'est jouable, on mène l'opération. Si on ne peut pas, on reste tranquille. Oui. Docteur Aït Mamar, alors pour les dons, il y a eu deux cargaisons. Tout à l'heure, on voyait le reportage, c'était la première arrivée, j'ai envie de dire, les premiers dons qui sont arrivés donc samedi matin. Il y a aussi un autre avion qui est arrivé dimanche. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui où en sont ces dons? Est-ce qu'ils sont à quel niveau? Parce qu'on se dit qu'ils doivent arriver finalement aux hôpitaux. Est-ce qu'ils y sont déjà? Alors, je reviens juste un petit peu sur le contenu des dons, de ce qu'on a ramené. Donc, il y a 12 hôpitaux bénéficiaires. Donc, on a essayé d'être un peu large et couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, on a sur la wilaya d'Alger, est-ce que je peux citer les hôpitaux? Oui, bien sûr. Oui, donc sur la wilaya d'Alger, on a l'hôpital de Rouiba, on a l'hôpital de Bir Traria, on a l'hôpital de Beni Messous, on a l'hôpital de Alger Azur Plage. Après, sur la wilaya de Bijaya, on a l'hôpital de Siderich. Sur la wilaya de Tizi, on a l'hôpital de Tizi Ouzou, on a l'hôpital de Azazga, on a l'hôpital de Taman Rasset, on a l'hôpital de Msila, on a l'hôpital de Ferdiwa dans la wilaya de Mila, on a l'hôpital de Tougourt et on a l'hôpital de Souqahras. Donc on a essayé de brasser un petit peu l'ensemble du territoire parce qu'à la base on s'était dit est-ce qu'on ne va pas se consacrer sur 4 ou 5 hôpitaux et les équiper de manière très intensifs, mais vu la demande et vu le besoin qui sont un petit peu sur l'ensemble du territoire, à ce moment-là, on a préféré élargir, quitte à donner moins de matériel, mais qu'au moins un grand nombre d'hôpitaux puissent être approvisionnés. Oui, il faut rappeler que vous êtes là, vous allez être
vous allez accompagner ces dons jusqu'à ce qu'ils soient acheminés dernière destination. Voilà, vers l'hôpital. Qu'on espère la plus rapide possible. Voilà, ça c'est important. Aujourd'hui, ils sont au niveau de la pharmacie, c'est ça? Centrale. Parce que vous y étiez ce matin. Oui. Oui. Donc là, on va entamer peut-être dans les 2 jours la distribution, hôpital par hôpital. Chaque hôpital aura un créneau horaire dans lequel il doit se présenter pour récupérer son matériel. Et on ira, j'espère, Inch'Allah, accomplir notre mission jusqu'au bout. Oui. Alors nous avons, je l'annonçais au tout début de cette émission, avec nous par Skype, Dr Jamel Zikri. Dr Jamel Zikri, apparemment on l'a perdu, on va essayer de le rappeler. Pour rappeler peut-être le contenu justement de ces dons, alors on a beaucoup parlé des extracteurs d'oxygène, des thermoflages, on a parlé aussi du matériel de protection de pointe, on a parlé aussi tout à l'heure, on a vu dans le reportage, de matériel qui n'est jamais entré en Algérie. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit ? Alors, il s'agit essentiellement des appareils de ventilation parce que les associations n'ont pas l'habitude, ni de concentrateurs. À ma connaissance, il n'y a aucune association jusqu'à présent qui a pu ramener des concentrateurs ou des ventilateurs. Donc, il s'agit essentiellement de ça. Entre autres, il y a tous les consommables qui vont avec. Il y a les thermomètres sans contact. Il y a les oxymètres qui permettent de prendre la saturation en oxygène. Il y a les médicaments spéciaux Covid, notamment les corticoïdes, l'azithromycine, les anticoagulants. Les anticoagulants, les antalgiques, et on a tout ce qu'on parle matériel en vrac, les médicalisés, donc qui sont très utiles pour les patients atteints de Covid qui n'arrivent pas à bouger. On a les déambulateurs, on a les fauteuils roulants, on a les chaises percées, on a des lèvres malades. Oui. Donc en fait, on a essayé de brasser. Il y a des matelas hauts aussi pour les patients pour éviter d'avoir des escarres. Nous avons avec nous par Skype, la connexion est rétablie, donc on va juste donner la parole à Dr Zikri. Dr Zikri, je rappelle que vous êtes urgentiste à Marseille, vous êtes également président de l'association Algérien Solidaire. Alors, vous êtes avec nous pour parler aussi d'autres collectifs en France qui essayent aussi de contribuer justement à cette lutte contre le coronavirus dans leur pays d'origine. Vous avez déjà entrepris une première opération en juillet dernier qui consistait à un don de 1500 kits respiratoires. Aujourd'hui, vous êtes en plein collecte de dons pour une deuxième opération, c'est ça ? Collecte de fonds plutôt. Nous avons déjà eu le plaisir et l'honneur de servir notre pays en fournissant 1500 kits de CPAP de Boussignac qui sont des kits de ventilation non invasive. On a fait cette opération-là au début de cet été. Et puis, vu le succès qu'a rencontré cette opération-là et surtout cette machine-là, parce qu'elle a permis, d'après les témoignages de nos collègues médecins algériens qui ont pris en charge des patients atteints du Covid, vu leurs témoignages, ils nous ont demandé de leur fournir plus de valises de ventilation. Et du coup, là, nous nous sommes engagés de fournir les hôpitaux algériens de 5000 kits respiratoires. Bien entendu, nous nous joignons un peu à l'action qui est faite par nos compatriotes algériens et les associations algériennes qui œuvrent sur le terrain, dont une des principales que vous avez sur le plateau aujourd'hui, et dont je m'honore d'ailleurs à ce titre. Je salue le docteur Aït Mamar, que j'ai eu longuement au téléphone la semaine dernière, et je salue également monsieur Mamar qui font un énorme travail. Donc oui, sur le terrain, il y a d'autres associations qui œuvrent dans ce sens-là, et Dieu sait que j'en ai eu au moins contact avec 4 ou 5 d'entre elles. Je crois que le sentiment d'entraide, il est là, il est fort. Nous savons que notre pays a besoin de nous et nous faisons un maximum pour aider nos compatriotes. Oui, alors aujourd'hui, on va voir justement le numéro de compte pour la collecte de fonds ici en Algérie, donc au niveau de la BNA. Est-ce qu'on peut rappeler, alors aujourd'hui, vous envisagez de faire don de quelque chose comme 5000 kits respiratoires. Est-ce qu'on peut rappeler l'utilité justement de ces kits respiratoires ? Alors bien entendu, ces kits respiratoires, ils sont là. Alors nous savons que le Covid-19, sa principale complication, c'est l'atteinte respiratoire. C'est les poumons qui sont un peu fibrosés, les alvéoles sont touchées, elles n'arrivent pas du tout à contribuer à faire l'échange gazeux, l'échange en oxygène et de gaz carbonique, le CO2.
Et par le fait qu'il y ait une atteinte de ces poumons, la respiration est un peu compromise et c'est comme ça que les patients arrivent à décéder d'étouffement. Bien entendu, il y a d'autres complications qui sont liées. Mais c'est principalement l'appareil qui souffre le plus. Et du coup, ces kits respiratoires, ils ont la particularité de fonctionner en non-invasif, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre un tube dans la bouche, la gorge et qui va au niveau des bronches et du coup des poumons pour faire arriver. C'est pour éviter l'intubation en fait. Ça consiste à appliquer un masque et on ramène en fait de l'oxygène avec de la forte pression et c'est comme ça qu'on arrive à surseoir, à recruter un maximum d'alvéoles pour favoriser cette respiration et c'est comme ça qu'on arrive à tirer pas mal de malades d'affaires. Est-ce que vous avez une idée du prochain, une date approximative pour le prochain don? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, bonne question, parce qu'en fait, cet appareillage-là, bien entendu, il ne remplace pas le respirateur, hein, le ventilateur, qui lui garde une place primordiale dans la prise en charge ultime des détresses respiratoires, mais c'est un appareil qui justement permet d'anticiper un petit peu ce recours-là, qui permet d'éviter ce recours-là à l'intubation, à la ventilation mécanique. Et clairement, c'est un appareil qui demande quelques composants, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 ou 6. Il y a essentiellement un débitmètre d'oxygène, puisqu'on peut aller jusqu'à 30 litres minute d'oxygène, ce qui est énorme. Il y a besoin également d'un manomètre pour régler la pression de ventilation, mais aussi la valve. Il y a une valve spécifique, hein, une valve vraiment magique qui s'appelle la valve de Bousignac, et puis un masque facial qu'on applique sur le visage du patient pour que cet air-là puisse aller dans les bronches d'une façon vraiment hermétique. Et donc ces appareils-là, leur particularité, c'est qu'ils ne sont pas disponibles en France. Nous, on passe commande auprès des laboratoires Vigan qui ont le brevet de cette valve de Bousignac. Et eux, en fait, ils font leur marché un peu dans le monde, essentiellement en Chine. Et donc, il y a besoin d'un délai de minimum de 6 semaines. Là, la convention qu'on a signée avec les laboratoires Vigan, c'est de devoir les payer avant de passer commande. Et donc, nous savons qu'il y a un délai qui est incompressible, qui est de 6 semaines, qui est d'1 mois et demi. Là, la crise quasiment est à son apogée en Algérie. Nous essayons de faire le maximum pour collecter de l'argent pour pouvoir payer et pour pouvoir passer commande. Là, clairement, je pense cette semaine, dans les 2-3 prochains jours, nous allons passer commande, ne serait-ce que pour les premiers, les 1000 kits premiers, nous allons passer commande et nous espérons les avoir très rapidement, je pense au bout de 6 semaines. Nous allons faire notre seconde opération pour faire entrer les premiers kits, en attendant qu'on ait un maximum d'argent pour pouvoir acheter le reste. 5000 kits, c'est pas une chose facile, hein. Il y a besoin d'argent. Docteur Zekri, là, nous rencontrons... Oui, Docteur Zekri, je voulais vous faire réagir sur un point important qui a été abordé d'ailleurs par Monsieur Amara. On parlait tout à l'heure justement de cette limitation de la mobilité de nos compatriotes et des Algériens établis à l'étranger, des médecins algériens établis à l'étranger, et de ce sentiment justement de frustration quand on veut aider son pays. Je voulais vous faire réagir sur ce point. Écoutez, effectivement, c'est une grande frustration qui est vécue par tous les Algériens de l'étranger, parce que nous avons tous des familles, nous avons tous des liens, nous sommes en lien constamment avec nos proches, et puis c'est vrai que par le fait qu'il n'y ait pas d'avion qui descende ou d'avion qui remonte d'Alger, ça provoque une grande frustration. Nous avons beaucoup de patients décédés du Covid ou non, qui, dans leur vœu, était de les rapatrier en Algérie. C'est vrai que les familles ont été privées un petit peu de ce droit-là. Bon, pour des questions parfois compréhensibles, mais effectivement, ça provoque de la frustration dans notre communauté. Ceci dit, ça ne rend en rien le lien et l'amour qu'ont les Algériens avec leur pays. D'ailleurs, nous le voyons, nous le vivons constamment par la contribution et le témoignage des Algériens qui sont établis en France ou ailleurs.
Oui. Comment vous auriez imaginé justement votre contribution à la lutte contre la Covid ici en Algérie? Comment vous auriez voulu contribuer en tant que médecin? Moi, franchement, pour ce qui me concerne et pour les médecins qui sont dans mon association, qui sont un petit peu dans notre entourage, la voie aurait été libre. On serait organisé, d'ailleurs on en a beaucoup parlé, on serait organisé pour venir donner un coup de main à nos collègues algériens parce qu'ils ont payé un lourd tribut. Ils continuent encore à payer un lourd tribut. Et je sais que pour certains, ils se privent de rentrer à la maison par peur de contaminer leurs proches. Absolument. Parce que là, chez nous, les familles sont nombreuses. Et c'est vrai que c'est un sentiment humain qui est là, mais nous vivons avec eux, nous partageons un petit peu cette peine et cette douleur, et nous voudrons tellement donner, mais nous n'avons malheureusement pas cette chance. Mais j'espère, Inch'Allah, que avec l'aide que nous fournissons, ne serait-ce que matériel, parce que c'est la seule qui est permise à entrer dans le pays, nous espérons, Inch'Allah, qu'avec cette aide-là, nous arriverons à endiguer cette maladie. Restez avec nous, docteur Zikri. On vous fera réagir sur d'autres points aussi. Alors, docteur Aït Ma'amar, justement, j'aimerais vous faire réagir sur le même point parce que je pense qu'il y a un énorme sentiment de frustration aujourd'hui chez nos compatriotes établis à l'étranger, particulièrement en France, parce qu'ils sont très nombreux. Nos médecins particulièrement, vous êtes médecin, vous devez savoir ce que c'est. Alors, comment vous auriez voulu ou comment vous auriez imaginé dans d'autres conditions votre aide justement et votre contribution à cette lutte anti-Covid en Algérie? Alors déjà, moi en tant que pneumologue, donc les pneumologues d'origine algérienne exerçant en France, ils ont formé une association qui s'appelle l'Association franco-algérienne de pneumologie qui existe depuis plus de 10 ans. Depuis presque une dizaine d'années, on fait des congrès annuels en Algérie. Donc on ramène notre savoir-faire, on ramène des orateurs de qualité, que ce soit des orateurs français parce que c'est spécifique à la France ou des orateurs algériens exerçant en France. On assure des ateliers, donc on est déjà dans la formation depuis plusieurs années. Il y a des échanges, il y a même des médecins qui sont venus se former dans certains services de pneumologie. Grâce à notre association, on a pu leur trouver un terrain de stage pour se faire former, par exemple, dans l'endoscopie, dans les explorations fonctionnelles respiratoires. Ça, c'est déjà une chose. Et je tiens juste à préciser que la majorité du matériel qui a été collecté, il a été collecté grâce à ces pneumologues franco-algériens qui exercent en Algérie et qui sont pour la plupart adhérents de cette association franco-algérienne de pneumologie, ce qui nous a permis de recueillir en un temps record, quasiment un mois. On a récupéré des dizaines de ventilateurs, des dizaines de concentrateurs, 5 litres, 10 litres, en connaissant la tension qu'il y a actuellement en France, parce que la France également, elle est en pleine deuxième vague. Donc les hôpitaux ont besoin également de matériel respiratoire, de concentrateurs, peut-être moins qu'en Algérie, parce que l'organisation de la prise en charge est un petit peu différente qu'ici. Mais malgré toute cette tension-là, donc c'est-à-dire que juste pour vous dire que la communauté médicale en France d'origine algérienne, elle s'est mobilisée à l'occasion de cette opération, mais il y a d'autres spécialités qui sont prêtes également à se mobiliser, notamment les ORL, les réanimateurs. On peut imaginer, comme l'a dit mon collègue Dr Zikri, que je salue et que je tiens à remercier pour toute l'opération qu'il fait. Juste pour ouvrir une parenthèse, beaucoup d'hôpitaux nous ont sollicité pour les valves de Boussignac. Donc nous, comme on était déjà dans les concentrateurs et les ventilateurs, et mon collègue était sur un circuit bien défini de valves de Boussignac, on n'a pas voulu se mettre à deux sur ça. Donc il fait un travail extraordinaire, lui et son équipe, que je salue, et j'espère que ces valves pourront arriver le plus tôt possible parce qu'on est dans des situations d'urgence. Oui. Monsieur Khaled Amara, je pense que vous voulez aussi réagir sur ce point justement de frustration. Vous en parliez tout à l'heure avant l'enregistrement de cette émission. Oui, tout à fait. Vraiment, je vous dis, l'ensemble de la communauté, aussi bien médecins ou même le paramédical, hein, dans les équipes, les gens qui ont travaillé avec nous ont été largement volontaires, aussi bien en temps qu'en argent, qu'en dons. Alors la délégation qui est venue aujourd'hui, c'est une délégation pluridisciplinaire. Il y a tout à fait. Tout à fait. Nous sommes venus, nous sommes 12, donc 7 médecins et 5 personnes de la société civile. Mais vraiment, l'idée, c'était d'abord de participer à cette mission. Donc, on a été dans la récolte, dans le triage, dans l'emballage, enfin l'ensemble des opérations. Après, effectivement, la marchandise a été chargée
par nos soins dans les camions, avec un monsieur pour lequel je fais un petit clin d'œil qui s'appelle Haj, il se reconnaîtra, qui a été la personne chargée de la maintenance pendant cette opération, à titre gracieux. C'est un monsieur qui nous a prêté un grand local où on a pu stocker tout le matériel qui a été récupéré. Après, donc, ça a été chargé dans un cargo de la compagnie Air Algérie, qui a été partenaire de l'opération. Et on est arrivé donc samedi matin à Alger, un peu avant le matériel pour le réceptionner. Et donc, il est actuellement effectivement au niveau de la pharmacie centrale. Et à compter de demain, il sera distribué aux hôpitaux retenus par l'équipe médicale dont ma collègue Madame Amar avait la direction. Voilà. Oui. Docteur Zekri, vous êtes médecin urgentiste à Marseille, je le rappelle. Alors, vous avez suivi l'évolution de la situation en Algérie et aussi la gestion de la crise. Si vous auriez un conseil peut-être à donner aujourd'hui, ça serait lequel ? Franchement, il est très difficile de substituer un petit peu à nos collègues qui sont sur place. Mais ce que nous avons pu voir et remarquer, c'est qu'il y a eu énormément de décès. Et puis énormément de décès chez nos collègues soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers ou aides-soignants ou autres. Et on déplore un petit peu ce chiffre parce que, allez, je vous donne un exemple. En France, il y a eu quasiment plus de 2 200 000 personnes contaminées. Sur un total de presque 80 millions, ça fait à peu près 5%, je crois, de la population. Sur ces 2 200 000 qui ont été touchés, il y a eu 119 000 soignants qui ont été touchés par le Covid, dont on déplore 75 décès. 75 décès de médecins et d'infirmiers, et également d'aides-soignants. Je rappelle qu'en Algérie, il y a eu quelque chose comme 10 000 contaminations à peu près, et il y a eu un peu plus que 130 à peu près décès parmi le personnel médical. Et on a perdu des sommités dans cette crise. Voilà, donc en termes de ratio, il y a quasiment un rapport qui est quasiment x10. Et ça fait mal. Et si ceci veut dire quelque chose, c'est quoi? C'est que les défaillances qu'il puisse y avoir en matière de protection individuelle... Apparemment, on a un problème voilà, on a un petit problème avec la connexion Internet. J'aimerais vous faire réagir. On va essayer de rétablir la connexion. Alors, docteur Aït Ma'amar, j'aimerais vous faire réagir justement sur le même point. Comment vous auriez vu l'organisation peut-être de cette crise au niveau national, d'autant plus, comme le disait docteur Zekri, on a perdu beaucoup du personnel soignant. C'est vrai que nous, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux par rapport à nos collègues qui exercent ici, c'est que c'est des gens qui sont dévoués autant que nous, on l'est là-bas. Des gens qui ne comptent pas leurs heures, comme l'a dit Dr Zekri, qui restent sur leur lieu de travail pour éviter de contaminer leur famille. Donc là, si on a un taux de mort aussi important, peut-être qu'il faudra revoir le matériel de protection du personnel soignant. Il ne faut pas oublier que pendant la première crise, en France, on a vécu la même chose. Donc nous, en tant que personnel soignant en première ligne... Vous parlez de la première vague. Je parle bien sûr de la première vague. On manquait également de masques, on manquait de surblouses. Moi, en tant que pneumologue, donc on était vraiment en première ligne pour des patients qui viennent consulter parce qu'ils ont des signes respiratoires. Et il y a eu, lors de la première vague, beaucoup de décès de nos collègues à cause de ce manque de moyens de précaution. Et également, on était dans l'ignorance, comment cette maladie se transmettait. Là, on n'a plus d'excuses parce qu'on sait comment la maladie se transmet, comment il faut se protéger. Donc là, la deuxième vague, par exemple, là, que vit la France, arrive, oui. Voilà. On n'a pas, enfin à ma connaissance, il n'y a pas eu de décès de médecins, personnel soignant. Pour le moment, il y a des médecins qui sont hospitalisés, mais parce qu'on a pris les leçons de la première vague, on a tiré des conclusions, il y a eu des directives, il y a eu des protocoles qui ont été établis. Et donc c'est tout à fait normal quand on découvre quelque chose pour la première fois, on n'est pas armé pour lutter contre, mais
Après, quand on revit la même situation, bien sûr, là, c'est-à-dire au fil du temps, oui, on se forge, on s'adapte, puis on prend les mesures qui puissent nous éviter de tomber malade, qui puissent nous protéger au maximum, nous et nos patients, parce que le médecin peut être contaminateur pour son malade aussi. Donc, cette double protection, elle permet à la fois de protéger le patient et également de protéger le soignant. Oui. Docteur Zekri, vous êtes de retour. Vous êtes de retour, donc oui, on parlait justement de la protection de ce personnel soignant qui a été très éprouvé dans cette crise. Tout à fait, il a été très éprouvé et d'ailleurs, nous avons pu remarquer que certains de nos collègues manquaient de masques FFP2, d'autres manquaient de blouses et de surblouses. Et je pense que c'est ce qui a caractérisé un petit peu cette atteinte disproportionnée parmi le personnel soignant. Nous avons même appris, pour ce qui est du personnel qui soigne en réanimation, que les filtres qu'on met sur les respirateurs, ou qu'on met sur les valves de Boussignac, arrivaient à manquer. Donc clairement, quand on rentre dans la chambre du patient qui plaint de Covid, qu'on est en train de ventiler, l'air de la pièce, il est rempli, il est hyper concentré en termes de virus. Donc la contamination, elle est beaucoup plus facile. Et du coup, je pense que c'est un paramètre qui est non négligeable à expliquer le nombre de contaminations et surtout de décès pour ce qui est du personnel soignant en Algérie. Oui. Alors aujourd'hui, la pandémie n'est pas encore derrière nous. On est en plein deuxième vague. Ça se calme vraisemblablement avec les chiffres que nous avons. On continue à apprendre tous les jours sur cette maladie. On parle beaucoup de l'exagération tissée autour de la gravité de cette maladie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'infection à la Covid est une maladie grave finalement, docteur Zekri ? Écoutez, vraiment, c'est un sujet qui est un sujet à polémique. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est pas une maladie grave, c'est rien du tout, laissons tomber les masques, c'est quoi ce gel, menons la vie comme avant, et d'ailleurs on les voit aller dans les mariages et puis dans les décès quasiment à nu. Et nous, médecins, nous voyons les gens tomber. Nous, médecins, nous constatons les décès. Nous, médecins, nous voyons ces familles écorchées, ces familles apeurées, ces familles qui pleurent. Et je pense que c'est une maladie quand même qui a fait des ravages, non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan social, sur tous les plans, je dirais. Et je pense que c'est une maladie qui est à considérer comme grave jusqu'à preuve du contraire, parce que nous déplorons beaucoup de morts, nous déplorons beaucoup de pertes, et je pense qu'il faut vraiment prendre cette maladie, sans exagération, il faudra prendre cette maladie d'une gravité extrême. Et je pense qu'il faut tordre le cou à cette idée qui fait banaliser cette maladie, parce qu'elle a fait beaucoup de ravages et elle n'a pas fini, malheureusement. Oui, merci beaucoup docteur Zekri d'avoir été avec nous. On va peut-être repasser le numéro de compte pour la collecte de fonds. Alors j'aimerais vous faire réagir sur la même question, docteur Aït Mahammar. Est-ce que la Covid finalement aujourd'hui est considérée comme une infection grave ? Alors ce que nous avons vu dans la première vague et ce qu'on voit un peu moins, je parle en France parce que j'exerce en France, donc je parle de mon expérience, on ne peut pas dire que ce n'est pas une maladie grave. Quand on voit des gens qui viennent sur l'heure de pied aux urgences, dans les minutes qui suivent, dans l'heure qui suit... Je vous pose cette question parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui voilà, sur les réseaux sociaux, sur la toile, qui disent par exemple que toute cette panique qu'il y a autour de cette maladie serait trop exagérée. Pas du tout. Il n'y a aucune maladie à travers l'histoire de la médecine qui a monopolisé autant de lits de réa. D'habitude, dans tous les services de réa, il y a différentes pathologies qui peuvent occuper 2-3% des lits de réa. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine que quasiment 100% des lits de réanimation ont été occupés par la Covid-19. Donc ça ne s'est jamais vu par aucune autre maladie. Et la gravité n'est pas liée uniquement à la gravité aux complications de la maladie,
c'est que c'est dans un laps de temps très réduit, toutes les structures de santé sont saturées. C'est ça la gravité, c'est-à-dire on ne peut pas s'occuper des autres patients aussi, il ne faut pas oublier. Donc on a les décès liés à la Covid elle-même, mais on a tous les décès collatéraux des patients qui ont des pathologies graves qu'on n'arrive pas à soigner. Je tiens juste à préciser que la Covid-19 n'est pas uniquement une maladie respiratoire, c'est une maladie pluriviscérale. Elle peut toucher tous les viscères avec un tropisme, c'est-à-dire avec une préférence respiratoire. C'est ce qui fait la gravité de la maladie, mais on peut mourir non pas d'une atteinte respiratoire, on peut mourir d'une atteinte neurologique, d'une atteinte hépatique, d'une atteinte cardiaque, d'une atteinte rénale. Et généralement, quand la dissémination, la maladie est diffuse, elle touche plusieurs organes en même temps et on a une défaillance multiviscérale. Et c'est ce qui aboutit au décès. C'est pas uniquement l'atteinte respiratoire. Certes, l'atteinte respiratoire, elle est primordiale, c'est la première manifestation de la maladie, mais on décède d'autres complications de la maladie. Oui. Donc, c'est une maladie grave, c'est une maladie pour le moment qu'on ne peut pas soigner parce qu'il n'y a pas de médicaments anti-Covid, il y a les antiviraux, il y a les anticorps et tout ce qu'on peut imaginer, mais pour le moment, aucun médicament n'a prouvé son efficacité. Donc, le seul moyen de s'en protéger, c'est de prendre toutes les mesures de précaution, c'est-à-dire porter le masque chirurgical, sincèrement, j'insiste, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou bien du savon, le gel hydroalcoolique, et surtout, j'insiste, madame, sur l'aération des locaux. Parce que, comme il a dit mon collègue Zekri, la condensation, la concentration du virus dans un espace clos, il n'y a pas mieux que d'ouvrir les fenêtres plusieurs fois par jour, même si on est en pleine période hivernale. Oui, on va voir peut-être en bas de votre écran justement le compte BNA de la Fondation Solidarité Humanité. Donc vous continuez à faire la collecte de fonds, Monsieur Amara? Tout à fait. Là, vous avez le compte BNA de la Fondation Ahmed El Jazeera à Alger, qui est notre partenaire. Nous continuerons, oui. En fait, nous sommes en train de plancher avec l'équipe médicale pour la 7e opération, puisque la 6e va arriver à son terme d'ici mercredi, jeudi au plus tard, je pense, avec la livraison du matériel par nos équipes, directement au niveau des hôpitaux. Ce sera une opération Covid aussi? La 7e, oui, certainement aussi. En fait, on a un projet, je te laisse en parler, oui. Nadia. Donc, on a un projet d'ouvrir une unité Covid dans les locaux qui vont être aménagés par l'ANI et par le ministère de la Santé. Et nous, notre rôle va se cantonner à ramener du matériel médical. Il faudra donc c'est un embryon, donc on est en train de voir comment les choses vont s'enchaîner dans le temps. Mais c'est vrai qu'on vit dans une situation d'urgence, il faudra que les choses se fassent. Ça, c'est pour désaturer un peu les hôpitaux? Exactement, comme monsieur le ministre de la Santé a déclaré qu'il y avait plusieurs unités Covid qui vont s'ouvrir, c'est à l'instar de ces unités-là. Donc nous, on peut apporter notre savoir-faire. Donc on est là prêt à écouter toutes les suggestions, tout ce qu'on peut apporter nous physiquement, sur le plan scientifique, sur le plan matériel, on est prêt à le faire. Donc voilà, donc c'est une opération, Inch'Allah, qui va se préparer, puis on essaiera d'être un peu plus efficace que cette fois-ci, bien qu'on a en espace de 1 mois. Mais je pense que vous avez été très efficace. Hein. Voilà, moi personnellement, il y a la frustration de ne pas pouvoir aider autant qu'on veut, mais également il y a cette frustration qu'on n'a pas pu répondre. Je pense que dans l'humanitaire, on a l'impression que c'est jamais assez, c'est ça? Tout à fait. Et en plus, là, même si on affiche le chiffre de 20 tonnes, c'est quoi? C'est rien, c'est une petite goutte d'eau par rapport aux besoins de l'Algérie. Donc très frustré de ne pas avoir répondu favorablement à toutes les demandes. Il y a des hôpitaux qui nous ont demandé 10, 18 concentrateurs, 10 on ne pouvait pas donner autant pour chaque structure hospitalière. Donc on a préféré réduire le nombre pour qu'on puisse faire bénéficier un peu plus d'hôpitaux à travers le pays. Oui, allez-y. Juste, je reste sur la 7e opération pour compléter ce qu'a dit Nadia. En fait, à un moment, la fondation, ici à Alger, se dit, peut-être, effectivement, on est en train d'aider un peu tous les hôpitaux, mais à un moment, on a une équipe médicale importante, de renommée quand même sérieuse au niveau de la France. Pourquoi ne pas nous-mêmes monter cette petite unité et dire, voilà, c'est à disposition, c'est gratuit, on est là, on va venir vous aider dans ce sens-là. C'est peut-être l'aboutissement, pas l'aboutissement, c'est le prolongement de l'aide humanitaire. Et après, le grand projet, ça serait une ville médicalisée.
C'est loin, mais bon, c'est voilà, c'est l'embryon. Mais tout ça, je précise Khaled, c'est en collaboration avec nos collègues. On ne vient rien imposer à qui que ce soit. Oui, voilà, nous, on est à l'écoute et on est prêt à aider. Enfin, tout ce qu'on peut apporter de plus, c'est toujours c'est toujours bienvenu, bien sûr. Alors, si vous permettez, je vais revenir encore une fois sur la maladie et sur sur l'actualité, puisqu'on ne peut pas ne pas parler aujourd'hui du vaccin, parce que ça fait l'actualité, d'autant plus que chez vous, on parle déjà de précommande en France. Vraisemblablement, le virus va faire partie désormais de la pathologie humaine. On va devoir vivre avec. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un vaccin est nécessaire pour lutter contre cette maladie? Alors, actuellement, il n'y a aucun médicament qui a prouvé son efficacité. Ce qui est important, c'est qu'on a compris le mécanisme d'action du virus. Lors de la première vague, on se pressait un petit peu pour intuber les patients parce qu'on a calqué le SDRA, qui est le syndrome de détresse respiratoire aiguë, comme on voyait dans la grippe, comme on voyait d'autres pathologies. Et avec l'expérience, avec toutes les autopsies qui ont été faites chez des patients Covid, il s'est avéré que les patients décédaient beaucoup plus par thrombus, c'est-à-dire par des caillots de sang qui se mettaient dans les structures vasculaires pulmonaires, beaucoup plus que par un problème respiratoire. Donc c'était un problème de coagulation. En fait. Exactement. Il y avait une hypercoagulabilité chez les patients Covid parce que une fois que le virus rentre, on a deux phases, je schématise rapidement. On a la phase virale, 7 à 10 jours, où le virus continue à se multiplier, donc ça c'est la phase virale. Et après, on a la phase beaucoup plus grave, qui est la phase inflammatoire, c'est-à-dire le virus en termes de nombre commence à diminuer, mais il y a un emballement, ce qu'on appelle l'orage cytokinique, c'est-à-dire un emballement des médiateurs de l'inflammation, qui sont synthétisés de manière extrêmement importante, notamment les facteurs de coagulation. C'est pour ça que quand on fait un dosage sanguin des dédimères, on voit que les dédimères sont très élevés, et donc il y a des thrombus, aussi bien au niveau des grosses structures vasculaires, au niveau du poumon, ça donne des embolies pulmonaires, mais ça donne des microthrombus au niveau de tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une maladie multiviscérale, au niveau du rein, au niveau du foie, au niveau du cerveau. Donc la connaissance de ce mécanisme-là a permis d'éviter beaucoup de décès lors de la deuxième vague, parce qu'on anticoagule systématiquement tous les patients qui sont hospitalisés en préventive, et s'il y a une embolie pulmonaire, on leur donne un traitement curatif. Donc pour le moment, il n'y a pas de traitement, c'est juste, mais ça reste comme un traitement symptomatique en fait. On identifie un élément, puis on donne un traitement pour y remédier. Il n'y a pas de traitement curatif. À partir du moment où il n'y a pas de traitement curatif, la vaccination semble être le seul moyen d'éradiquer, à condition donc de voir... Éradiquer peut-être pas, parce que ça reste quand même un virus d'origine animale, donc on ne pourra jamais vraiment l'éradiquer. Le but du vaccin, c'est quoi? C'est d'éradiquer la maladie. Après, il y a le taux de succès, le taux d'efficacité. Voilà, le taux d'efficacité du vaccin. Donc Pfizer et d'autres labos disent qu'il est au-delà de 80%, voire au-delà de 90%. Pour le moment, tant qu'on n'a pas de médicament curatif, ça reste la seule alternative. Après, c'est vrai que après la stratégie de lutte d'un pays à un autre diffère. Les moyens économiques des pays à travers le monde ne sont pas les mêmes, donc il y en a certains qui vont être servis parmi les premiers et d'autres les chances en fait d'acquisition avec la course qu'il y a aujourd'hui ne sont pas les mêmes pour bien sûr, ne sont pas les mêmes. Et même par exemple pour le vaccin de Pfizer qui doit être conservé à moins 70 degrés, c'est pas donné à tous les pays de pouvoir avoir l'infrastructure nécessaire pour la conservation de ce virus. Donc il y a pratiquement 8 ou 9 vaccins qui sont en concurrence. Certains directement, la phase 3 n'a pas été appliquée comme le vaccin russe, où directement c'est la population qui est vaccinée. Mais après, pour d'autres vaccins, la phase 3 est en cours. C'est la course au vaccin. Après, il faut être prudent et il faut mettre sur une balance efficacité-risque. C'est pas parce que la maladie est grave, c'est pas une raison, parce que il faut... C'est jamais arrivé qu'on réalise un vaccin dans un temps aussi court. Habituellement, une phase, à 10 ans. Voilà, absolument. Une phase, déjà, ça prend plusieurs années. Et le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires qui vont apparaître s'il y en a dans les mois qui viennent, mais il y a des effets secondaires qui apparaissent au bout de quelques années, à long terme. Oui. Alors, vous avez parlé du vaccin en lui-même, vous avez parlé de... il y a aussi cette surenchère qu'il y a aujourd'hui entre les fabricants, mais aussi entre les pays. Est-ce que vous ne pensez pas un peu que c'est malsain aussi, quelque part ?
En fait, moi, je me positionne comme médecin. Donc, je dis, moi, mes patients me disent, docteur, est-ce que vous allez vous faire vacciner? Donc, il y a une semaine de cela, mes patients me disaient, alors docteur, qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Vous allez vous faire vacciner? Je leur ai dit, j'attends les publications. J'attends de voir quels sont les effets secondaires qui ont été déjà définis, sur quelle population le vaccin a été essayé. Mais pour le moment, donc moi j'attends de revoir tout ce qui a été fait pour pouvoir prendre une décision. Mais je reste convaincue, il ne faut pas oublier que si les vaccins ont permis à l'être humain d'allonger sa durée de vie, il n'y aurait pas eu les vaccins, la variole serait là, la peste serait là, il y a plein d'autres maladies, la tuberculose serait là, elle existe toujours, mais de façon beaucoup moins importante. Oui, on termine pratiquement, il nous reste 2 minutes. Alors, Monsieur Khaldamara, avant peut-être de parler de la prochaine mission, quelles seraient les leçons peut-être à retenir justement de cette crise finalement? Alors, enfin, plutôt de la mobilisation pour cette crise, je dirais. Oui, allez-y. Donc, là, je dirais que la communauté répond un petit peu à l'appel des médecins et de la population algérienne, parce que c'est quand même notre pays. Et on a toujours démontré, et on le démontrera encore, que nous sommes présents, que nous serons toujours présents, que nous avons une force de frappe assez sympathique, puisque comme vous dites, on a fait une opération en 1 mois. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens y ont participé, beaucoup de gens nous ont facilité la tâche. Je tiens à remercier un monsieur qui s'appelle Mohamed Chorfi, un monsieur qui s'appelle monsieur Ben Ramdan, qui nous ont aidés, oui. Il faut dire la vérité. Cette opération n'a pu être montée que par la bonne volonté de monsieur Atman Narmouche, qui est le président de l'association, et madame Sekay, qui est la présidente de la fondation. Je ferai juste un petit clin d'œil, si vous permettez, avant de terminer, à une dame qui devait être avec nous sur le plateau, qui est Lamia Chergui, pneumologue aussi, qui est la présidente de la FAP. Et pour terminer, un petit comment dire, c'est pas un remerciement, mais à monsieur Abdelrachid Boukazaza, qui était le président d'honneur de la fondation et qui est décédé il y a une dizaine de jours. Il n'y a pas longtemps, oui. Voilà. Absolument. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Merci, messieurs, dames, d'avoir enrichi le débat. Merci pour l'effort que vous faites. Je vous souhaite bon courage, en tout cas, dans l'attente de vous retrouver prochainement, peut-être pour une autre mission, justement. Je remercie également le docteur Zikri qui était avec nous par Skype. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver mercredi prochain. Au revoir.